Penser les relocalisations et surtout une politique industrielle, alors oui, c'est plus que nécessaire. La crise a évidemment jeté un nouveau coup de projecteur sur l'éparpillement des chaînes de valeur mondiales. On s'est rendu compte que les choses n'étaient pas si simples, qu'on pouvait fabriquer un produit dans 5 pays et l'assembler dans un autre. C'est pas nouveau, on parlait déjà avant le Covid de dépendance énergétique, de dépendance technologique. On ne serait pas capable de construire un smartphone en France et on est complètement tributaire des GAFA pour tout ce qui est numérique. On parlait aussi déjà de pénurie de médicaments. 80% des principes actifs utilisés en Europe sont fabriqués ailleurs, en Chine principalement. Et puis, on l'a vu aussi très prosaïquement dans nos assiettes, on a redouté des pénuries, on s'est demandé si on allait pouvoir manger des fraises à Pâques par exemple. On a entendu beaucoup d'experts vanter la production locale, les circuits courts, y compris pour des raisons écologiques. Alors bien sûr, tout rapatrier, tout relocaliser, c'est plus facile à dire qu'à faire. D'abord parce que dans beaucoup de cas, ça reviendrait dans un premier temps au moins très cher pour les consommateurs et tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter des produits made in France plus chers. Toutes les industries, tous les services ne sont pas nécessairement concernés, mais justement, ça demande de faire des choix, de construire une vraie politique industrielle. Et là encore, la place de l'État est très forte. Il peut avoir un rôle de stratège, c'est-à-dire identifier les secteurs clés, les besoins essentiels comme la santé, l'énergie, l'alimentation, la souveraineté numérique. Et puis, il peut aussi avoir un rôle de régulateur en montant au capital des entreprises, par exemple, ce qui lui donne une minorité de blocage. Il peut être un meilleur acheteur. On l'a vu avec le couac des masques récemment. Ça ne sert à rien de demander aux entreprises françaises de produire localement si derrière on commande 1 million de masques au Vietnam. Il peut aussi, l'État, mieux cibler les aides publiques comme le crédit impôt recherche en concentrant sur des filières identifiées comme stratégiques, mais ça demande de revenir sur le cadre juridique européen en matière d'aide d'État qui interdit aujourd'hui de discriminer certains secteurs. Parce que si on veut s'assurer d'une véritable traçabilité des chaînes de valeur, c'est ce que préconise notamment l'économiste Helmut Mood, qui est spécialiste des relocalisations. Cela implique de modifier les règles du code des douanes de l'Union européenne qui ne permettent pas, là encore, aux entreprises d'avoir un marquage strict de la localisation de leur chaîne de valeur. Parce que bien sûr, agir au seul niveau national, ce ne sera pas suffisant. Pour éviter qu'on ait un déferlement de produits pas chers et polluants, il faudrait pouvoir instaurer une taxe carbone aux frontières de l'Europe. Ça fait beaucoup de chantiers, mais il faut commencer par ça si on veut vraiment conserver une certaine autonomie. La pandémie du Covid-19 a lancé, ou plutôt relancé, des débats extrêmement animés sur la mondialisation. Sur le plan industriel, il est certain qu'il va falloir réexaminer de près la logique et la rationalité et la pertinence de certaines chaînes de valeur industrielles. Donc très clairement, à la suite de ce coronavirus, il faudra, notamment dans le secteur de la santé et tout ce qui est lié à ce secteur, remettre en place des capacités de production nationales et européennes de biens, de produits et d'équipements qui sont tout à fait essentiels. Ça inclut aussi des choses aussi simples que des gels hydroalcooliques, par exemple, pour que nous soyons en meilleure position pour affronter la prochaine pandémie. Car on peut être sûr d'une chose, ce ne sera pas la dernière. Mais de là à penser qu'il faut forcément remettre en cause la mondialisation dans son ensemble, relocaliser massivement en France et en Europe, cela ne me paraît pas quelque chose de très réaliste. Je pense que ceux qui prévoient ce scénario sont des personnes, et ils en ont évidemment le droit, qui sont opposés depuis longtemps à la mondialisation et qui se disent c'est peut-être l'occasion, cette pandémie, de mettre à mal la mondialisation. On verra, je pense, dans les mois et les années qui viennent, que la mondialisation n'est pas morte et que nos économies, nos sociétés ne sont pas forcément prêtes
prête à renoncer à l'achat massif à bas coût de produits et de services venant de l'ensemble du monde, y compris de la Chine, y compris de l'Asie, y compris de l'Afrique. Donc je suis pour une relocalisation modérée, rationnelle, axée sur certains biens et équipements essentiels en lien avec le secteur de la santé, mais je ne crois pas du tout à l'hypothèse d'une relocalisation industrielle massive post-Covid-19. C'est en fait une vieille question. Le problème entre les stocks et les capacités de production, c'est quelque chose qui est connu. Les stocks, ça coûte cher et souvent ça risque d'être perçu comme quelque chose qui ne sert à rien, qui est une erreur. Toutes les tenants de l'économie libérale sont particulièrement remontés contre ces idées de stockage ils imaginent qu'on peut les remplacer par une capacité de production immédiate qui remplacerait donc ces stockages inutiles par quelque chose d'utilisable directement. D'un autre côté, il y a un certain nombre de gens qui s'aperçoivent aussi que la capacité de réaction d'un pays dans un domaine ou dans un autre dépend de ce qu'elle a comme munitions, comme stock. Et la souveraineté d'un pays est battue en brèche et est très largement perdue si on n'a pas les stocks qui permettent de le faire. Il y a manifestement une erreur énorme qui a été commise, une erreur assez criminelle qui a été commise pour faire des économies relativement limitées, quelques centaines de millions d'euros. On a mis le pays dans une situation où il n'est pas capable de réagir s'il y a une vraie épidémie, c'est ce qu'on se voit à l'heure actuelle. Donc là, ce genre de stock d'urgence face à des événements prévisibles, cette épidémie l'était largement, cette reconstitution de stock d'urgence est effectivement indispensable avec les moyens de gérer, les moyens de refaire des flux si il est nécessaire. Est-ce qu'il faut être capable de tout fabriquer à l'intérieur d'un pays? Il est évident que c'est non, dans la mesure où on ne peut pas accepter d'avoir faire pousser des oranges au nord de la France parce qu'on ne veut pas importer d'oranges du Maroc ou d'Espagne. Et tout le problème est là. Il y a des rapports coût-efficacité, il y a des rapports besoins immédiats, besoins différés. Donc il faut savoir tracer des frontières. Je ne pense pas que la pandémie de Covid-19 conduira à la fin de l'Europe. Et s'il est vrai que l'Union européenne n'a pas été à la hauteur pendant une bonne partie de cette pandémie, il ne me semble pas trop tard pour qu'elle puisse jouer un rôle à la hauteur de ce que l'on pourrait attendre d'elle, parce que cette pandémie ne va pas disparaître en quelques jours ou en quelques semaines. C'est une affaire au minimum de quelques mois, plusieurs mois, peut-être quelques années. Et ce qui me semble assez encourageant sur le plan européen, après les défaillances du début, et notamment le manque d'assistance et de solidarité envers des pays comme l'Italie et l'Espagne, très durement touchés par cette pandémie, ce qui me semble intéressant, ce sont les discussions actuelles, notamment impulsées par le fameux couple franco-allemand, pour un plan de relance qui pourrait être de l'ordre de 500 milliards d'euros, à préciser évidemment, avec des mécanismes financiers sans doute innovants. Mais tout ceci est encore en train de se discuter, de se négocier. Et comme toujours, quand on discute à 27 pays, ce n'est pas simple. On sait que certains pays du nord de l'Europe, qu'on appelle parfois les 4 frugaux, ils sont assez réticents à des investissements très importants de la part de l'Europe, souhaitent que ce soit plutôt des prêts, pas des dons. Donc tout ceci est en train de se négocier, de se discuter au moment où nous parlons. Mais je reste optimiste, prudemment optimiste, et je pense que l'Union européenne pourrait sortir par le haut de cette crise, même s'il est certain qu'elle n'a pas joué le rôle que l'on pouvait attendre d'elle depuis le début de l'année. Même si par contre, évidemment, cette crise peut bien sûr, dans certains pays européens, renforcer des pressions nationalistes, renforcer l'influence de certains mouvements et partis qui sont profondément anti-européens, même s'ils ne le présentent pas de cette façon-là. Donc ce sera difficile sur le plan politique et social, mais
je pense que l'Union européenne pourra sortir grandie de cette crise. Non, mais elle l'accélère sans aucun doute. De par, l'absence sur la scène internationale des États-Unis, jamais l'Amérique n'a été aussi absente des grands enjeux mondiaux comme elle l'est aujourd'hui avec cette crise, de par le refus de Trump de payer la cotisation américaine à l'Organisation mondiale de la santé, de par son refus au départ d'envoyer différentes aides à des pays alliés, par son choix sans concertation avec ses alliés de fermer les frontières, l'Amérique s'est totalement isolée. Elle a donc laissé à la Chine la possibilité de se transformer en urgentis de la scène mondiale. Donc l'hégémonie occidentale était déjà en train de marquer le pas depuis un bon moment, depuis le début des années 2000, depuis les guerres d'Irak et d'Afghanistan. Le choix de Barack Obama de ne pas intervenir contre la Syrie alors qu'il avait dit qu'il y avait une ligne rouge à ne pas franchir, il y a de cela près de 10 ans, a été l'une des grandes étapes qui auront marqué le déclin occidental. Cette crise, aujourd'hui, du coronavirus, n'est pas la crise qui verra la fin de l'hégémonie occidentale, mais est celle qui l'aura sans aucun doute accélérée.